j'ai tout mon temps, moi. Hein. Alors là, moi, j'ai vraiment tout mon temps. Tu vas bien. Ah, mais ça, ça marche là? Oui. Bien. Alors, comme vous l'avez compris entre les lignes, tu dites brouillage dans la communication, sorte que c'est sûrement une inadvertance de ma part, mais je n'avais pas compris que j'étais supposé parler deux fois, une ce soir et une maintenant. Euh, le hasard voulant, c'est pas tout à fait le hasard, que je sois venu avec mon portable, j'avais à l'intérieur quelques images euh, que je vais vous montrer. Ça va être très court, hein. C'est juste une manière d'attirer l'attention sur un ou deux points que les communications précédentes on peut aborder de manière subliminale à propos de Courbet, exclusivement, d'une part, qui est tout simplement la question du travail de l'image par ce qui n'est pas de la peinture, dans une perspective politique, et du questionnement d'un certain nombre de représentations politiques et idéologiques. Je vais me concentrer sur un seul et unique artiste, qui d'ailleurs, comme Gustave Courbet, a souvent séjourné dans la région languedocienne, mais qui n'en est certes pas originaire, et qui est, alors c'est un peu compliqué de tenir le micro d'une main et d'utiliser l'ordinateur de l'autre. Alors évidemment, étant donné que je ne savais pas à 13h que je ferais cet exposé à l'instant, j'ai pas de PowerPoint, mes images n'ont absolument pas le caractère parfaitement au point, légendé, etc., de celles de mes collègues. Donc on est dans une forme d'improvisation, j'espère la moins désordonnée possible. Enfin, l'ordre, s'il y en a un, ce sera celui de mon discours. Et donc, l'artiste sur lequel je voudrais attirer votre attention, je suis obligé de faire des va-et-vient d'images qui ne sont que partiellement classées, s'appelle Hassan Moussa, M-U-S-A. C'est un artiste qui est né au Soudan en 1951. Donc, vous voyez, ce n'est plus tout à fait un jeune homme. Il a longtemps enseigné les arts plastiques, dans la région d'ailleurs languedocienne. Et je vous le présente là dans un premier temps, juste pour vous donner un aperçu de son travail. C'est un artiste qui pratique plutôt la couture que la peinture. Ce qui ne signifie pas que la peinture soit absente de son travail, ni les images. Et là, je reprendrai l'acception, au fond, relativement, comment pourrait-on dire, moyenne au sens bourdieusien du terme, que vous avez toutes deux, trois utilisées pour parler d'image. Donc, cette œuvre, par exemple, mais qui n'est pas centrale par rapport à ce que je voudrais, ce dont je voudrais témoigner, et donc réalisé selon la technique qui est propre à Hassan Moussa, qui consiste à découper et à assembler des morceaux de textile. Je suppose que je dois pouvoir, d'une manière ou d'une autre, voilà, agrandir. Oui, enfin non. Pourquoi le zoom ne marche-t-il pas?
Non, c'est pas ça que je veux du tout. Peut-être qu'il faut que je l'ouvre comme ça pour réussir à l'agrandir. Ça ne va pas nous aider. Non, il n'est pas formidable cet ordinateur. Peu importe. Bon, donc il s'agit de pièces de différentes couleurs, de différentes textures, qu'il achète dans des magasins de fourniture qui peuvent être, si vous voulez, destinés à devenir des nappes, des rideaux de douche, des draps, que sais-je encore, ou alors des textiles à vocation plus de l'ordre de l'habillement. Et puis, il se livre à un travail de découpe et de montage. Vous pouvez constater qu'il est assez complexe. Il dit d'ailleurs volontiers lui-même qu'il est devenu un virtuose de la machine à coudre, ce qu'il n'était absolument pas à l'origine. Quand il a fait ses études d'art à Khartoum dans les années 70, il n'a évidemment pas été formé à la technique de la machine à coudre, mais aux techniques traditionnelles, entre guillemets, c'est-à-dire occidentales, c'est-à-dire dans le cas du Soudan, au fond, celle de l'enseignement qui était donné sur fond de culture anglo-saxonne, qui est donc l'enseignement classique, entre guillemets, de l'art, et par rapport auquel il se met à distance, précisément en pratiquant, enfin c'était vrai jusqu'à une date assez récente, très peu la peinture, au sens de prendre des brosses, des pigments et d'en faire quelque chose sur une surface. Bon. Ceci étant, dans cette œuvre, qu'on ne peut donc pas appeler tableau, que l'on ne peut pas appeler peinture, que l'on peut appeler toile si on veut, mais dans ce cas-là, il faudrait mettre un S à toile. Il insère manifestement des allusions artistiques relativement accessibles, et facilement accessibles. Le titre lui-même le précise, « Lutte de Jacob avec l'ange », entre parenthèses, avec tête de Van Gogh. La lutte de Jacob avec l'ange, c'est la reprise, évidemment, de la peinture murale d'Eugène Delacroix dans la chapelle des Saints-Anges à l'église Saint-Sulpice à Paris. Enfin, c'est l'une des trois peintures de cet ensemble. Et à la figure de Jacob, à la tête de Jacob, Moussa substitue un autoportrait de Van Gogh. Bon, jusqu'ici, les choses peuvent apparaître comme relativement immédiatement accessibles, c'est-à-dire que Van Gogh est l'archétype de l'artiste héroïque qui a affronté son époque, l'opinion publique, l'indifférence, l'état de la psychiatrie dans les années 1880. Donc, au fond, une sorte d'artiste héroïque par excellence, comme, et on l'avait dit, du vivant même d'Eugène Delacroix, la figure de Jacob dans la peinture de Saint-Sulpice était aussi une allégorie de la figure héroïque de l'artiste, en la circonstance de la croix, puisque si l'on se réfère à la Bible, Jacob est le seul qui soit susceptible de tenir la dragée haute, si j'ose m'exprimer ainsi, à l'ange, c'est-à-dire à l'envoyé du Seigneur. Entre Van Gogh, entre Delacroix et Van Gogh, là je fais un peu d'histoire de l'art, il y a eu Gauguin, puisque l'un des tableaux les plus célèbres de Paul Gauguin, qui s'appelle « La vision après le sermon », est lui-même directement inspiré, vous le retrouverez sur Internet facilement, du Delacroix. Et Moussa arrive là-dessus, il fait cette sorte d'hybridation Van Gogho-delacrucienne, très bien. Mais vous pouvez constater, même si, en fait, vous le voyez mieux que moi, je suis en train de me dire... C'est un peu idiot, mon histoire, tout à l'heure. En fait, vous le voyez beaucoup mieux que moi. Vous pouvez constater qu'il a utilisé parmi les tissus à motifs une toile qui était ponctuée de coqs et de poules, tête en bas.
Ce qui donne évidemment un côté basse-cour, un peu déplacé par rapport à l'héroïsme supposé de la représentation de l'artiste, puisque si je restais par exemple sur l'idée de l'héroïsme du coq dans la basse-cour par rapport à la poule est évidemment une forme plutôt assez comique ou burlesque ou dérisoire, et qui d'ailleurs est assez genrée. Vous verrez que la question du genre est très loin d'être indifférente à Hassan Moussa. Bon. Donc, je n'en dis pas davantage, sinon que vous constaterez qu'il insère également, à l'occasion de l'écriture dans la couture, puisque ici, je pense que vous vous en rendez compte, vous avez le titre presque complet, en partie effacé, La lutte de Jacob avec l'ange. Alors, si je voulais rajouter des références supplémentaires, vous direz que qui s'est mis à écrire dans la peinture le cubisme? Qu'est-ce que le cubisme, sinon l'art du collage et du montage, les papiers collés, les assemblages, et que donc Moussa récupère aussi ce passé-là, le droit d'écrire dans ce qui n'est plus un tableau en accumulant des éléments qui sont des éléments extérieurs à la forme et à la matérialité de la peinture pour néanmoins traiter un sujet pictural. Je pourrais prendre de nombreux autres exemples de cette optique-là dans son travail. Il y a en particulier des variations. J'aurais pu les citer par en hommage à Gustave Courbet, à partir, c'est assez prévisible en même temps, Origine du monde, mais cela ne vous apprendrait rien et de toute façon, ce n'est pas mon propos. Car si j'ai choisi inopinément de parler de lui, c'est à propos, donc, je l'ai dit, de politique. Comment un travail sur l'image par le montage couturier, si j'ose dire, peut affecter la question de la politique. Alors, je vais vous en montrer 3 exemples. Dans chacun d'entre eux, il y a des questions de peinture au sens le plus historique du terme et de politique au sens le plus contemporain. Alors, pour commencer, l'œuvre qui a véritablement... Alors, je vous préviens, il est tout à fait possible que vous trouviez choquante un certain nombre des représentations que je vais vous montrer. Mais en la circonstance, l'artiste ayant choisi de les réaliser et ayant choisi de les exposer, je n'ai aucune raison de ne pas faire comme lui. Donc, l'œuvre qui a véritablement placé Hassan Moussa au début du XXIe siècle, au début des années 2000, dans une sorte de visibilité, c'est celle-ci. Voilà. Ça s'appelle Great American Nude. Ça date de 2002. C'est une œuvre qui a été exposée dans l'exposition Africa Remix au Centre Pompidou et que l'on a revue à de nombreuses reprises en Grande-Bretagne, en Allemagne et ainsi de suite. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit a priori d'une reprise d'une image, mais en réalité, il s'agit plutôt de la reprise d'une peinture. Décidément, je n'ai pas beaucoup de chance. Et cette peinture, qui est assez exemplaire de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le male gaze, c'est celle-ci, que j'ai récupérée tout à l'heure sur Internet. Donc, il s'agit d'une toile plutôt très connue, au demeurant, de François Boucher, qui est le nu de mademoiselle O'Murphy, qui était une jeune femme qui, à la cour de Louis XV, a dû sa réputation plutôt aux agréments de son anatomie qu'à d'autres raisons, toile de 1751, et qui est tenue pour plus ou moins l'archétype de la peinture libertine, lascive, érotique, dites comme ça vous plaira, de François Boucher et, grosso modo, d'un certain XVIIIe siècle français.
Donc, c'est une œuvre, une image et une iconographie qui sont terriblement inscrites dans une certaine histoire des mœurs, des rapports entre le féminin et le masculin et des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que Mademoiselle O'Murphy n'est pas à proprement parler ce qu'on appellera plus tard une prostituée, mais c'est néanmoins une jeune femme qui vit plutôt assez richement grâce à ce qu'on va appeler pudiquement à l'époque des protecteurs. Donc on est dans un rapport de commerce de la sexualité, du corps féminin, dans un contexte qui est celui de la monarchie française sous le règne de Louis XV. Bien, alors vous pouvez vous demander, et peut-être ce que je viens de dire là en apporte déjà une explication, qu'est-ce que Boucher vient faire dans ce tableau? Bon, d'abord, je vais commencer parce qu'au fond, ce qui est peut-être le plus secondaire, pour en venir à ce qui est peut-être le plus flagrant. Great American Nude, c'est le titre d'une série générique qui a duré presque aussi longtemps que sa vie, de l'un des artistes les plus connus du pop nord-américain, qui s'appelait, il est décédé aujourd'hui, Tom Wesselmann, et qui a réalisé ainsi des centaines de variations, d'abord sur toile, puis ensuite des installations, puis ensuite des environnements, puis même travaillé sur plexiglas, etc., dont le thème était uniquement la nudité féminine dans des intérieurs. Ce qui, en effet, bien sûr, correspond au sujet du Boucher. Et donc, Great American Nude, si vous voulez, c'est un label. C'est presque devenu, dans l'histoire et probablement aussi dans le marché de l'art contemporain, une marque déposée. Alors, par ailleurs, évidemment, American va renvoyer dans l'assemblage d'éléments textiles de Moussa au drapeau des États-Unis. Le drapeau des États-Unis, c'est une sorte de glose sur American. Si ce n'est que vous le savez peut-être, un autre des grands artistes américains de la seconde moitié du XXe siècle, qui lui est toujours vivant, Jasper Jones, a construit une grande partie de sa notoriété à la fin des années 1950 sur les flags, sur les drapeaux, qui sont des œuvres souvent peintes à l'encaustique d'ailleurs, qui reproduisent le drapeau américain, qui, comme on dirait peut-être plutôt aujourd'hui, s'approprie le drapeau des États-Unis d'Amérique. Donc, vous avez une sorte de redondance américaine du motif. Cette redondance américaine du motif, elle est réorchestrée toujours par le fait du montage dans la décision de Moussa de ne pas utiliser un tissu, d'abord évidemment pas un vrai drapeau, probablement aussi parce qu'il n'en avait pas à sa disposition. Il utilise au fond un tissu rayé, rouge et blanc, auquel il ajoute d'ailleurs quelques, alors là pour le coup en les peignant, quelques bandes jaunes qui viennent perturber l'homogénéité du symbole politique. Bon, au lieu d'utiliser un carré de toile bleue marqué d'étoiles blanches, ce qui aurait probablement été facile à trouver, il utilise un tissu. Je ne sais pas quelle était la destination première de ce tissu, qui est ponctué de motos, de gros cylindres ou de dragsters. Bon. C'est-à-dire qu'il renchérit sur l'Amérique par le motif de la grosse cylindrée, du moteur, du culte de la machine. Ce n'est pas innocent. Rien de tout cela n'est innocent. Bon. Au centre, il place le nu de Mademoiselle O'Murphy. Et c'est probablement la première chose que vous avez vue. Il substitue à la tête de Mademoiselle O'Murphy, suivant un système que je vous ai déjà présenté, la substitution de l'autoportrait de Van Gogh à la tête de Jacob, si ce n'est que le Jacob est postérieur, le portrait d'Oussama Ben Laden. Et il fait cela en 2002. C'est-à-dire qu'il
qu'il caricature, c'est le moins que l'on puisse dire, qu'il ridiculise en un sens, le chef d'Al-Qaïda en le travestissant en jeune femme entretenue du règne de Louis XV, tout ça sur fond de culture américaine hypertrophiée. Après, libre de vous livrer aux interprétations politiques que vous voulez de ces données superposées les unes aux autres. Est-ce que Moussa prend ses distances? Moussa est soudanais. Il est né dans une famille de culture musulmane. Est-ce que Moussa prend par rapport à certaines formes d'extrémisme religieux ses distances? Bien évidemment. Est-ce qu'il sait pertinemment qu'il s'affranchit d'un tabou particulièrement violent en plaçant au centre de sa représentation un nu féminin auquel il attribue la tête d'un leader religieux? Bien évidemment. Est-ce qu'il suggère que par ailleurs il y a, si j'ose dire, une sorte de répartition des rôles entre Al-Qaïda et les États-Unis? C'est possible aussi. Peut-être d'autres lectures encore peuvent-elles venir à l'esprit. Je signale simplement que ici le travail sur l'image par le montage et la couture, c'est une façon de nous jeter au fond à la figure un certain nombre de signes superposés et que la compréhension, l'articulation de ces signes entre eux est délibérément provocante. Je crois que c'est quand même un peu un euphémisme, mais qu'elle peut aussi lancer la réflexion dans toutes sortes de directions. Alors, pour vous donner un autre exemple, toujours avec la même figure d'Oussama Ben Laden, je vous montre. Allez, ouvre-toi. Voilà. Un autre Hassan Moussa, plus proche de nous, de 2011, ok, réalisé toujours selon la même technique, I Love You with My iPhone, qui est à la fois qui est signé, c'est-à-dire M-U-S-A, ce qui donne Moussa, enfin, c'est un nom heureux. Voilà. Donc il reprend quoi? Il reprend le Marat mort dans sa baignoire de David, qu'il transforme en Oussama Ben Laden mort, semble-t-il, en tout cas pas très frais, dans la baignoire, avec toujours le drapeau américain derrière lui, le fameux iPhone à la main et le slogan, si l'on peut dire, qu'il invente. C'est-à-dire que Ben Laden devient une sorte de figure publicitaire pour Apple. Plaisanterie? Oui et non. Songez à l'importance que les réseaux de communication peuvent avoir et aux usages plus ou moins bienfaisants ou plus ou bien malfaisants qui peuvent en être faits, ça complique un peu les choses. Pensez que par ailleurs, Marat est connu comme étant une sorte de fanatique de la Révolution française, et que Oussama Ben Laden est, me semble-t-il, assez couramment considéré comme un fanatique de l'islamisme. Alors, est-ce que c'est une manière de donner une sorte de profondeur historique à la notion de fanatisme, tantôt politique, tantôt religieux? Encore, je vous laisse le soin d'en discuter, soit plus tard, soit tout à l'heure, soit entre vous. Mon propos est juste de vous lancer, si j'ose dire, sur un certain nombre de pistes. Bon. Premier exemple. Deuxième exemple. Là, on va être plus franchement dans une perspective, on peut dire, post-coloniale ou anticoloniale. En 2001, Hassan Moussa réalise ce montage I Love You, Who Needs Bananas? Qui a besoin de bananes? Un très beau tissu à fleurs qui sans doute aurait fait une nappe
splendide. Et sur ce tissu à fleurs où on reconnaît différents légumes, d'ailleurs, peut-être que Moussa a rajouté les légumes, vous noterez d'ailleurs que toujours à la partie inférieure ou supérieure, il laisse visible quelques coupons de tissus rayés, de nature différente, pour que le caractère, au fond, très factice du montage soit toujours en permanence visible. Il rajoute cette figure d'une jeune femme africaine nue. Bien le titre, qui a besoin de bananes. Bon. Le titre renvoie, je pense que l'on peut dire assez immédiatement, à... Si on fait comme ça va voilà. Renvoie assez directement à ceci. C'est l'improvisation, hein, c'est pas un art... Ah, c'est un JPEG. Bon, essayez de contourner la difficulté. Ouvrir, oui, mais ouvrir avec... On ne peut pas l'ouvrir avec autre chose que JPEG là-dessus. Peut-être qu'avec ça, ça ira mieux. Voilà. Bon. Alors, de quoi s'agit-il? Vous vous souvenez de l'année 2021? En 2021, l'actuel gouvernement, c'est-à-dire l'actuel président de la République, a organisé, de manière assez spectaculaire, comme toujours, un hommage, l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Joséphine Baker, c'est cette jeune femme, à l'origine, africaine-américaine, qui est venue en France au milieu des années 20, qui devient une vedette de musical et qui, par la suite, et je veux croire que c'était plutôt, d'ailleurs c'est vrai, cette partie de la vie de Joséphine Baker à laquelle il s'agissait de rendre hommage, qui ensuite s'engagera dans la résistance au nazisme et qui a eu réellement un rôle important pendant la période de l'occupation. Mais Joséphine Baker, avant d'être l'héroïne de la résistance, c'est une jeune femme qui se plie, ça veut dire qui doit se plier au code de représentation du corps de la femme africaine-américaine, pour plaire, pour avoir du succès, pour devenir une vedette. Et l'une des représentations les plus connues de Joséphine Baker, ce que je vous montre là, c'est une carte postale. Hein. Ce n'est pas une photo de collectionneur, c'est une chose extrêmement banale de 1926. C'est une photo de Joséphine Baker avec l'un de ses costumes, entre guillemets, de scène qui l'ont rendue la plus célèbre, c'est-à-dire qu'elle avait une ceinture faite de pseudo-bananes cousues en tissu. D'ailleurs, photographié comme ça a l'air ici, on dirait plutôt que c'est des tentacules de poulpe. Non, ce sont bien des bananes. Alors, je pense qu'il est parfaitement inutile d'insister sur ce cas, à nos yeux, aujourd'hui, de parfaitement inacceptable, l'association d'un corps africain avec ce fruit. L'actualité footballistique renvoie régulièrement au fait que la banane est l'un des symboles favoris du racisme dans les stades. Bon. En 1926, Joséphine Baker joue ce jeu. Et elle le joue avec grand succès, chorégraphiquement, musicalement. Très bien. Il n'en demeure pas moins qu'elle incarne un stéréotype raciste dans ce qu'il a de plus désagréable, même à certains, on pourrait même dire à bien des égards, de plus humiliant. Racisme et humiliation vont, si j'ose dire, très bien ensemble. Je vous en montre peut-être un autre exemple. Ça vous fait rire, mais vous êtes bien bon, mais pas moi.
Ah, celui-là, il veut bien s'ouvrir. Tiens, allez donc savoir. Voilà un deuxième exemple, toujours de la même série de cartes postales de Joséphine Baker, avec des plumes. Donc, si je voulais pousser l'analyse, je dirais qu'elle est tantôt végétalisée, elle devient une sorte d'oiseau. Alors, évidemment, pardon, elle est végétalisée, elle devient tantôt un fruit, et ce fruit, ce sera la banane, ou bien elle devient un oiseau qui ne peut être qu'évidemment un oiseau exotique. Comme on dit à l'époque, un oiseau des îles. Entendez par là quelqu'un qui vient de la Caraïbe. Bon, en fait, elle ne vient pas de la Caraïbe, mais c'est néanmoins, là encore, ce genre de stéréotype qui lui est infligé. Pour mémoire, puisque j'évoquais tout à l'heure les questions de vocabulaire, les spectacles ah non, c'est pas ça. Ah non, je vais gâcher tous mes effets. Voilà. Voilà comment on appelle en France en 1927 ce genre de spectacle. En fait, un usage absolument, comment pourrait-on dire, non critique, pour rester dans le registre de l'euphémisme, du terme nègre. C'est la mode nègre. Joséphine Baker est une héroïne de la mode nègre, qui se montre à demi nue ou presque complètement nue sur les scènes de théâtre à Paris, principalement à Paris, peu en province. Je ne suis pas sûr que Joséphine Baker soit venue à Montpellier. S'il y a des Montpelliérains dans la salle, vous demanderez à vos grands-parents s'ils se souviennent du passage de Joséphine Baker, ça m'étonnerait. Mais elle se produit à Londres, pas en Allemagne, évidemment, pour des raisons assez faciles à imaginer. Bon. Et donc, je reviens à Hassan Moussa. Donc, qui a besoin de bananes? C'est un montage d'images qui, dans son arrière-plan, a les images que je viens de vous montrer. Et puis, vient... Mais je comprends pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Vient le Panthéon, les cérémonies macroniennes ou macronesques, dites ça comme vous voulez. Et Moussa expose à cette occasion une série d'autres montages de peinture-couture qu'il avait continué à réaliser. Ils n'ont pas été réalisés à l'occasion des cérémonies du Panthéon. Elles ont été, à l'inverse, exposées et discutées. J'en faisais partie, donc c'est pour ça que je les connais un petit peu, au moment de cette cérémonie du Panthéon, comme une sorte de contre-manifestation pour rappeler un petit peu la réalité des choses. Bon. Et il fait une série dont je vais vous montrer 2 œuvres. Il donne comme titre « Suzanne et les vieillards », c'est-à-dire qu'il projette la figure de Joséphine Baker dans la vieille histoire de Suzanne que des vieux bonshommes libidineux observent nus dans son bain. Bon, c'est dans la Bible, certes, mais c'est surtout dans tous les musées d'histoire de la peinture. Je ne sais pas s'il y a une Suzanne et les vieillards au musée Fabre. Oui? Ah ben, voyez, ça tombe bien. Parfait. Donc, c'est vraiment l'archétype, si vous voulez, de la scène de voyeurisme. Bon, qui est évidemment aggravé par l'âge des vieillards. Bon, alors il écrit en grand Suzanne et les vieillards, en silhouette Joséphine Baker, alors là, qui est peinte, qui est ponctuée de bananes. Il y a une sorte de gigantesque chute de bananes sur le tissu, sur le lait de tissu central, et sur ce tissu et sur l'encadrement textile tout autour, vous avez à lire. Voilà pourquoi j'ai attiré l'attention tout à l'heure. Et alors, c'est de l'écriture gothique, donc en plus, c'est un peu masqué. C'est pas facile à lire. Et là, j'aimerais quand même bien arriver à vous l'agrandir. Vous voyez bien ? Parce que vous avez, ça commence par total mécène de l'exposition Africa Remix.
c'est-à-dire celle-là même dont je vous ai montré le Ben Laden François Boucher en commençant, le Great American Nude, est montré au Centre Pompidou en 2005, si ma mémoire est bonne, dans le cadre de l'exposition Africa Remix, qui est sponsorisée par Total. Donc vous savez comme moi qu'elle n'a aucun intérêt en Afrique, qu'elle n'y exploite aucun gisement pétrolier et que c'est une multinationale vertueuse par excellence. Et ça continue comme ça. Et alors, si vous regardez, vous avez en fait deux niveaux de lecture. Vous avez le grand texte qui, un peu à la Hans Hack, je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin, oui, vous bien sûr, mais oui, d'accord, excusez-moi, vous ne jouez pas dans la même cour, savent qui est l'artiste allemand activiste Hans Hack. Et par ailleurs, il y a des papillons. Alors là encore, il a utilisé, je ne sais pas si c'était un drap de lit ou ce que vous voulez, et à ces papillons, il rajoute des noms qui sont tantôt, si l'on peut dire, en positif ou en négatif. Alors, vont être en positif, plutôt, Senghor, Césaire, probablement Picasso, assurément Michel Leiris, sûrement pas Rudyard Kipling, dont le colonialisme et le racisme sont restés quand même, si l'on peut dire, proverbiaux, sûrement pas Faidherbe, qui est un général français qui a largement participé à la conquête coloniale, ni non plus Schell, Esso. Bon, je ne développerai pas davantage sur un certain nombre de noms, par exemple Magnan, bon, qui est un galeriste parisien. Tout ça pour dire qu'ici, le traitement de l'image par la superposition et le montage produit ce qu'on pourrait presque appeler un texte, qui est un texte politique. Et ce texte politique, il parle de quoi? Il parle du détournement du corps des images et des références africaines par la société occidentale, que ce soit au temps du surréalisme, Breton, Leiris, qu'aujourd'hui, Total, Shell et d'autres noms. Bon. Et donc, tout ceci passe dans la mise en scène de Suzanne et les vieillards, qui elle-même renvoie à l'exhibition de Joséphine Baker. Et vous voyez comment, par ce moyen, il y a un montage de forme, il y a un montage de matériaux, il y a un montage de surface, et il y a surtout un montage d'idées. Je vous en montre un deuxième exemple. Une deuxième version, qui, je pense, sera aussi lisible pour vous, où vous retrouvez les noms, les mêmes et d'autres, qui sont des médaillons, où vous retrouvez la nudité de Joséphine Baker, et ainsi de suite. Bon. Donc, ce que je veux simplement illustrer, c'est le fait que le traitement de l'image, ça a toutes les conséquences, tous les effets qui ont été déjà très bien, enfin, largement développés, analysés par rapport à l'histoire de l'art, que ce soit Courbet, Kirchner ou Adreinhardt. Mais ça a aussi, ou ça peut avoir aussi, des effets qui sont politiques, intellectuels et par conséquent qui sont moraux. Les œuvres d'Hassan Moussa, à certains égards, elles disent quelque chose de la position d'un artiste français, certes, aujourd'hui, mais né et formé au Soudan, et qui regarde le comportement de l'Occident par rapport à l'Afrique d'un regard qui est nettement moins innocent, ou niais, ou corrompu, que beaucoup de ce que l'on entend de discours plus ou moins euphémiques ou pseudo-enthousiastes ou d'un exotisme de commande. Dernier point, parce que je ne vais pas non plus m'éterniser, un dernier groupe d'œuvres où la question de la peinture, alors, puisque vous l'avez aperçu, je vous montre tout de suite, voilà une reprise d'images banales, photographiques, au sens le plus, si on peut dire, littéral du terme. Donc c'est un portrait, évidemment, de Barack Obama. C'est toujours les montages de textiles. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire que je le précise? Le I have a drone d'Obama
répond bien sûr au I have a dream. Voilà. Donc, il s'agit peut-être de Martin Luther King. Il s'agit donc peut-être de signaler que la position du premier président afro-descendant des États-Unis d'Amérique n'est peut-être pas immédiatement superposable à celle du combattant de la lutte contre la ségrégation pour les droits civiques, qui était Martin Luther King. Ce qui pourrait conduire à se demander dans quelle mesure la récupération de la mémoire de Luther King par certains discours politiques, y compris tenus par le Parti démocrate aux États-Unis, était véritablement légitime, était véritablement fondée, ou relevait d'une commodité rhétorique. Bon, alors, le drone, ça sert à faire la guerre. On le voit d'ailleurs remarquablement bien aujourd'hui. Je vous en montre une deuxième version du portrait de Barack Obama. Yo Mama, bon, là aussi, je pense qu'il n'est vraiment pas nécessaire d'expliquer pourquoi c'est cette inscription-là qui fait office de légende. Alors, ce que je voulais signaler, c'est que ces œuvres d'Hassan Moussa, vous voyez, ces portraits de Barack Obama datent de 2015-2016. Et ce n'est pas de la peinture. Encore une fois, c'est de la couture, du bricolage. Ça ne se tend pas sur un châssis, ça pendouille au mur. On met une punaise en haut à droite, une punaise en haut à gauche, et je veux dire, ça tombe comme ça peut. Bon, dans les musées, ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est conçu. Enfin, il y a un côté bon marché. Il y a un côté bricolage cheap, extrêmement bien fait. Car Moussa est vraiment devenu un virtuose de la machine à coudre. De son propre aveu, il peut en avoir cassé beaucoup. Mais ce côté non apprêté, ce côté pas tableau, pas art ancien, pas beaux matériaux et belle surface, pas peinture sur acajou, à coup sûr. Je pense qu'on peut le mettre en perspective avec ceci, que vous connaissez sans doute, qui est un portrait de Barack Obama, qui est un portrait de Barack Obama par un peintre africain-américain qui est devenu aujourd'hui véritablement une gloire du monde de l'art, qui est un peintre mère américaine et père nigérian, je crois, Kehinde Wiley. Et Kehinde Wiley s'est rendu célèbre en particulier par ce portrait de Barack Obama qui a été reproduit à l'infini. Et si je montre le Wiley après avoir montré le Moussa, c'est une fois de plus parce que ici, vous êtes dans la peinture. Vous êtes dans la peinture très bien faite, très soignée. D'ailleurs, Wiley a des assistants, il fait réaliser une partie de ses œuvres par des élèves des écoles des beaux-arts en Chine populaire, etc. Bon, il y a toute une industrie de l'image derrière cette peinture. Et donc, je voulais juste, pour semer encore un petit peu plus de trouble, si je veux dire, opposer la non-peinture par la couture de Moussa à la belle peinture de Wiley, qui est évidemment ici du côté de l'éloge, c'est-à-dire du côté du pouvoir. C'est-à-dire aussi, d'ailleurs, à certains égards, dans le cas de Wiley, du côté d'une sorte de succès médiatique qui est très supérieur à celui d'Hassan Moussa, dont, sans vouloir faire offense à personne, je pense que vous êtes très peu nombreux dans cette salle à avoir entendu parler avant aujourd'hui, alors que c'est probablement sur la scène française, on s'en fiche, sur la scène internationale, l'un des artistes qui, par l'invention de la technique, propose des œuvres que, personnellement en tout cas, je tiens pour particulièrement inventives et particulièrement pertinentes par rapport à la situation actuelle. Donc, une image, je ne sais plus laquelle d'entre vous, ça se déconstruit, en effet, et quand ça se déconstruit, on voit ce qu'il y a derrière, et ce n'est pas toujours très beau. Je vous remercie.
Merci beaucoup Philippe Dagen pour avoir improvisé comme ça une intervention, parce que ce n'était pas prévu. Donc on entre là complètement dans notre temps qu'on avait prévu. Corinne, alors on n'avait pas prévu de faire une discussion commune, mais ce que je propose maintenant, c'est que toutes les intervenantes nous rejoignent et on discute un peu de ce qu'on a entendu. Et pour celles et ceux qui veulent se joindre à nous, Julie Martin ou Gilles Balmet ou les étudiants un premier lieu, voilà, sont là pour les questions, sont là pour poser des questions. Alors, le micro, je vous le joins après volontiers. Oui, d'accord. Donc, le temps de... Voilà, donc... Voilà, j'ai moi aussi un micro, je peux me déplacer dans la salle pour le donner. Oui, entendu. Alors, j'avais une question pour Philippe Dagen concernant l'artiste. J'ai l'impression que les œuvres contiennent beaucoup de signifiants, peuvent être très complexes, peuvent nourrir des questionnements politiques. Est-ce que ça en fait pour autant des bonnes œuvres? Et je m'interroge sur la plasticité qui, moi, en les voyant, ne me touche pas. Et je me dis que voilà, un historien d'art n'a peut-être pas la liberté de parole d'un artiste, ni d'un critique d'art, ce dont on discutait tout à l'heure. Et voilà, je me disais, ça n'en fait pas pour autant pour moi des bonnes œuvres parce qu'elles ont un contenu moral, peut-être moralisateur. Voilà, je m'interroge sur leur plasticité, sur qu'est-ce qui peut-être vous touche dans ce travail de Hassan Moussa. Et puis après, je m'interrogeais aussi, alors à la différence de Kehinde Wiley, que je n'aime pas particulièrement non plus, mais je m'interrogeais sur est-ce que l'art africain d'aujourd'hui, je sais que vous avez monté des projets d'expo là-dessus, ne cherche pas aussi à séduire par des façons de faire qui correspondent à ce qu'un regard occidental peut imaginer de ce que doit être l'art africain. Parce que j'ai souvent vu des débris assemblés, des choses pour faire, un peu comme à l'époque des masques africains qui étaient parfois produits aussi de façon à séduire le colon. Des masques étaient vendus à des colons en incorporant des dimensions de laiton doré, des choses pour fasciner le colon. Donc il y a aussi comme ça une complexité par le marché de l'art qui est amenée, par aussi la séduction, l'argent facile que ça peut amener chez des artistes africains qui sont tout à fait lucides sur ce qu'il faut faire pour plaire dans le marché de l'art. Donc voilà, comment est-ce qu'on est-ce qu'on arrive à obtenir une forme d'objectivité critique ou analytique de ces phénomènes à l'œuvre voilà, quand on est un historien de l'art, voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous poseriez la question s'il ne s'agissait pas d'artistes africains. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est voilà, c'est plutôt dire, pour... Alors, parce qu'on voit un engouement quand même récent, des nouvelles foires comme Aka. Il y a pas mal de foires qui se sont montées d'un coup en peut-être une dizaine d'années, avec un engouement excessif. On voit les financiers maintenant qui parlent de marché de l'art du Sud global, oui, sur lequel il faut investir absolument. Oui. Donc moi, j'entends plein de discours là-dessus, oui, tout à fait cyniques sur le placement financier dans l'art africain. Oui. Ça me paraît un phénomène d'une totale banalité. Le marché, je n'ai délibérément pas parlé du marché, alors qu'on pourrait en effet en parler. Le marché est extrêmement habile à faire de la plus-value avec les curiosités, les engouements. Avant de faire de la plus-value sur les artistes dits africains, il les a faites sur les artistes chinois. Et si vous voulez, ce sont des recyclages d'exotisme. Je suis loin d'être naïf par rapport à cela. Je pense qu'à certains égards, Moussa a complètement échappé à cette chose-là. Il est certes né en Afrique, mais il habite en France. Il s'est tenu plutôt à l'écart des grandes galeries. On peut difficilement le soupçonner d'essayer de faire quelque chose pour séduire. Mais après, la provoque facile peut être un élément de séduction chez des collectionneurs. Qu'est-ce que c'est la provoque facile ?
C'est que Oussama Ben Laden. Mais Courbet aussi, c'est de la provoque facile. En boucher. Oui, on peut dire, haha, c'est très drôle. Voilà. Mais attendez, si votre propos, c'est de dénuer aux artistes la possibilité d'avoir une position politique, parce que si, c'est ce que vous êtes en train de faire, parce que ce serait facile, on arrête tout. Je veux dire, effectivement, toute œuvre d'art qui, d'une manière ou d'une autre, est porteuse d'une signification, dans ce cas-là, elle est soupçonnable dans votre système. Elle peut être plus ou moins subtile, c'est ce que je voulais dire. Écoutez, je ne suis pas certain, alors vous êtes sans doute vous-même d'une extrême subtilité, mais je ne suis pas certain que les œuvres d'Hassan Moussa soient si aisément décryptables, pour en avoir fait moi-même l'expérience à de nombreuses reprises. Par ailleurs, quant à la question... Alors, je ne voudrais rien répondre d'excessif, mais quant à la question de la notion de plasticité, je dirais que, à bien des égards, à mes yeux, alors on n'est sûrement pas d'accord là-dessus, elle a servi de prétexte, de cache-misère à des productions post-avant-gardistes ou qui n'avaient et qui n'ont, encore une fois, à mes yeux, aucun intérêt. Par ailleurs, sur la question de l'Afrique qui me tient plus à cœur, il faudrait quand même que vous preniez la mesure du fait que ce que vous appelez une mode, ça a succédé quand même à quelques siècles de mépris. Ben oui. Donc qu'il y ait quelquefois des réactions un peu vives, quand vous avez été non considéré pendant 5 siècles, je ne crois pas que ce soit excessif. Et j'aurais pu prendre des exemples encore beaucoup plus violents. Quand Romuald Azoumé découpe des masques, alors lui, il joue pleinement de l'attente occidentale, et il en joue de manière... toute connaissance de cause. Quand il découpe des pseudo-masques dans des jerrycans d'essence, effectivement, si vous regardez la chose de manière superficielle, vous avez juste un clin d'œil, une connivence avec la mode nègre, pour reprendre ce fameux terme de l'entre-deux-guerres. Si vous prenez le temps de regarder la raison pour laquelle Azoumé utilise ce matériau et de quoi ce matériau, apparemment anodin du jerrycan d'essence, est porteur de signification au Bénin, qui est un pays qui vit en grande partie du trafic d'essence à travers la frontière du Nigeria, c'est déjà un peu moins exotico-décoratif. Je crois que quelquefois, on manque, à moins d'être vraiment sur le motif, d'éléments de compréhension. Il y a dans ces œuvres beaucoup de systèmes de référence que les Européens ne comprennent pas. Et donc, effectivement, quand on ne les comprend pas, c'est facile de les rejeter dans une sorte d'aimable élément décoratif. Quant aux masques, oui, bien sûr, dès la fin du XIXe siècle, beaucoup d'artistes africains ont fabriqué des masques et des statues pour les colons. Je pense qu'ils devaient bien rigoler. Parce qu'en fait, ils dupaient ceux qui... ils dupaient les maîtres. C'est une dialectique du maître et du serviteur qui est assez connue dans l'histoire de l'économie politique. Je ne sais pas qui veut parler. Ça vous était adressé. Oui, mais je sais, mais il peut y en avoir d'autres. S'il y a d'autres questions, pas de problème. Je veux peut-être juste revenir un peu sur l'après-midi avant de poser une question ou faire recevoir les autres questions. Donc, on a vu avec Marion Dufour que la parole, ça crée des objets, des images qui nous servent à catégoriser, qui créent des fois des fausses catégories d'ailleurs.
et qui nous servent à penser. Et avec Hélène Trespech, on a eu un doute, est-ce qu'on peut parler d'une image abstraite après avoir analysé les deux positions de Gerhard Richter et les deux positions autophages, donc de Gerhard Richter et de Shari Levine. Et donc, est-ce qu'une image peut être abstraite ou est-ce qu'elle a toujours un référent, voilà. Et on a vu comment les images servent à créer, enfin peuvent créer des nouvelles catégories comme le chef-d'œuvre quand ils font comme ça. Véhiculer, quand ils véhiculent, par exemple sur les réseaux sociaux ou avec de la presse, voilà, multiplient comme ça une image et créent comme ça des nouvelles notions. Et puis là, avec Philippe Dagen, effectivement, la question se pose de qu'est-ce qu'est une peinture. Voilà, parce qu'il a répété à plusieurs questions que ce n'est pas une peinture. Donc on a vu effectivement des œuvres qui déconstruisent les images, des catégories qu'on a de certaines idées et qui se questionnent et deviennent donc politiques et deviennent actionnantes. Enfin, ils ont un impact. Donc ça, c'est d'ailleurs quelque chose que vous avez tous étudié avec Julie Martin, avec Horst Bredekamp et le Bildakt. Donc, vous avez réfléchi à ça, en quoi les images ont un impact. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais bien savoir, est-ce que vous aurez posé des questions, même très simples, voilà, à nos interlocuteurs est-ce quelque chose qui vous vient à l'esprit? Par exemple, on a commencé cette journée avec qu'est-ce que c'est une image, qu'est-ce que c'est une peinture. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est une traduction dont on parlera une autre fois de Was ist ein Bild, qui n'est pas traduisible par une seule phrase en français. Et c'est une question vraiment qui reste entièrement voilà, dans l'air. Donc je voudrais bien poser la question à la... oui, mais je laisse un peu la parole quand même aux étudiants, en fait, voilà. Donc, je veux bien, Héloïse. Merci. Alors moi, c'est plus une question à Hélène Trespech. Déjà, ça m'a beaucoup intéressé, votre présentation. Et ça m'a fait penser à l'artiste qui a été récemment exposé à la Panacée, qui s'appelle Mireille Blanc, qui traite beaucoup de cette question et qui va peindre des photos qu'elle a prises elle-même, qu'elle va laisser dans son atelier et les laisser se salir avec la peinture, etc. Et ensuite, elle va repeindre l'image de ces photos. Et en fait, quand je regarde, je me dis c'est des peintures abstraites. Enfin, ça va donner finalement des peintures abstraites. Donc, je voulais savoir ce que vous pourriez en dire, par exemple. Pas grand-chose, si ce n'est que j'ai vu ces tableaux et qu'ils m'ont intéressé aussi pour les questions que vous soulevez. Et puis, c'est vrai que d'une manière générale, on constate que ce rapport à l'image photographique, il est... comme je l'ai rappelé brièvement au début de ma conférence, il traverse le siècle et il est toujours d'une très très grande actualité dans les pratiques plastiques. Et il est renforcé aujourd'hui par les flux d'images sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vraiment il y a ce contact direct. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé, peut-être pour initier peut-être une à partir de votre remarque, c'est la question de la matérialité des œuvres. C'est-à-dire qu'on a cette question des images qui circulent d'un chef-d'œuvre à une autre production plastique, d'une image photographique, d'une carte postale à un tableau. Mais à chaque fois, il s'incarne différemment avec des matériaux différents qui ont du sens. Enfin, il y a vraiment
Oui, une sorte de discours de l'œuvre lié à la matérialité qu'on n'interroge pas forcément parce que justement, il y a un intérêt pour le processus de création qui fait que on peut avoir tendance à s'intéresser davantage à la question de la circulation de l'image, du mode de création et plus tellement à la question de la matérialité. Et c'est vrai qu'en préparant ma conférence ces derniers jours, je m'étais jamais posé la question de la matérialité du travail de Sherry Levine. Et c'est en découvrant l'article de Thomas Crow qu'il y avait cette question du passe-partout, de l'acajou, qui faisait sens avec Gerhard Richter. Et c'est vrai que tu as parlé aussi de cette question des LED pour le second artiste dont je risque d'écorcher le nom. Il y a cette question de la non-peinture et de la couture. Et je trouve que ça ajoute du sens à chaque fois à cette question des possibles circulations des images qui, même avant le XXe siècle, est toujours là avec les gravures. On se positionne par rapport aux artistes précédents et les artistes du début du XXe siècle n'ont pas fait non plus table rase du passé, ils se positionnaient toujours par rapport à un lot d'images qui constituaient leur musée imaginaire. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on l'incarne? Voilà, c'est des questions qui doivent vous parler, j'imagine, en tant qu'artiste. Merci. Juste pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette manière de réinterpréter les œuvres, soit par des réductions d'œuvres, soit par des superpositions, des montages, c'est-à-dire de l'ajout iconique et cette superposition de plus en plus dense. Donc vous disiez que c'était peut-être une manière de donner encore plus de sens, ou de renouveler le sens, ou d'apporter encore un nouveau sens. Mais de mon point de vue, et à travers la conférence que j'ai essayé de donner, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça n'ajoute pas plutôt de plus en plus d'obscurité, c'est-à-dire de plus en plus de difficultés à un moment à concevoir qu'on ne peut pas... Enfin, on interprète forcément le monde à travers... son répertoire langagier, le répertoire de son expérience vécue et de toutes les images qui ont traversé cette expérience. Mais on se pose quand même la question de la place de la construction de notre imaginaire dans ce répertoire d'expériences vécues, comme si cet imaginaire prenait des proportions telles qu'au bout d'un moment, pour accéder au réel, il va falloir traverser des couches et des couches, des empilements totalement massifs de représentations, d'icônes, de textes, d'une densité qui rend l'accès donc au réel extrêmement de plus en plus difficile. C'était la réaction que je voulais faire par rapport à ce que vous avez dit. J'avais une question pour Hélène Trespech. J'ai trouvé aussi l'intervention très dense. C'était sur la question du choix. Comment on choisit Gerhard Richter et Sherry Levine? Comment est-ce qu'on place après? Moi, j'avais une interrogation sur la temporalité du travail de Sherry Levine par rapport à l'antériorité de Richter, peut-être sur cette question des phases un peu mosaïques dans son travail. Et voilà, est-ce que Sherry Levine a pu s'inspirer de Gerhard Richter? Est-ce que c'est des travaux, est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que je ne sais pas du tout si vous avez, j'imagine, bien creusé le sujet et lu beaucoup d'entretiens, mais est-ce que il y a des traces de relations entre les deux et comment on choisit ces deux figures en tant qu'historienne de l'art? Je vais être très très décevante. J'avais fait d'autres propositions d'artistes à Corinne et Nadia, et puis je me suis dit que finalement j'avais jamais parlé en conférence de Gerhard Richter, alors que c'est un artiste qui m'intéresse depuis longtemps.
Et ça m'amusait aussi de revenir à cette figure parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sous la direction de Philippe Dagen et quand j'étais en DEA, donc Master 2 de mon époque, j'avais dû faire un exposé et j'avais parlé de l'ouvrage Warcute. Et donc je me suis dit que c'était un moyen de revenir sur cet ouvrage qui m'avait intéressé à l'époque. Donc voilà pour Gerhard Richter et Sheri Levine, c'est parce qu'il y avait cette exposition en ce moment à Paris à la Galerie Girner et que je me suis dit que voilà, ça serait intéressant parce que tous les deux travaillaient sur l'image et j'avais jamais réfléchi au croisement entre ces deux artistes. Et donc j'y ai réfléchi il y a 3 jours pour préparer cette conférence. Donc je ne sais pas, je n'ai pas creusé à ce point la question des relations entre les deux, mais que je pense quasi nulle. Mais je ne sais pas, peut-être que voilà, qu'il y a effectivement quelque chose à creuser. Et je ne suis pas sûre du tout que Sheri Levine ait eu... Enfin si, forcément elle a eu connaissance du travail de Richter parce que c'est un artiste d'une grande renommée internationale. Mais la question des nuanciers de couleurs, on la trouve, la grille, la fameuse forme de la grille dans l'histoire de la peinture abstraite. Rosalind Krauss a bien indiqué à quel point c'était central. Donc cette question des aplats géométriques de couleurs, on la trouve aussi chez Mondrian. Donc je pense que c'est pas du tout un clin d'œil où il y a... Enfin, je ne pense pas. Voilà. Je vois que personne n'ose poser des questions, alors je profite. Moi, j'étais prête à poser une question. Donc, on en a plus ou moins parlé, mais qu'on regarde ces images physiques aussi avec des images mentales qui nous habitent. Moi, j'avais vu l'œuvre de Moussa, Africa Remix, la première que vous nous avez montrée, et je me dis qu'aujourd'hui, je ne la revois plus du tout de la même façon. Vous avez ouvert la porte en disant qu'on pouvait s'engouffrer dans plein d'interprétations, donc j'y vais. Je la trouve hyper problématique et violente quand je la vois, puisqu'en fait, on est en train d'humilier un terroriste en le dotant d'un corps de femme, le corps d'une personne qui serait une prostituée. Et je me dis que nos regards, en fait, informés par des représentations qui ont changé aujourd'hui, changent complètement la signification dans une urgence en 2002 où il fallait dénoncer parce que cette guerre entre... les États-Unis et puis Oussama Ben Laden. Bon, voilà, je me dis qu'au final, c'est encore les femmes qui sont les victimes collatérales de ce conflit. Voilà, je voulais vous entendre réagir sur ça. Oui, moi aussi. Je trouve que c'est une œuvre extrêmement problématique. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par elle. Alors, en effet, vous avez raison, c'est une fois plus les femmes qui paient. Par ailleurs, il appartiendrait à l'artiste de répondre et pas à moi. Je pense que Moussa avait aussi à l'idée, alors ça va vous paraître peut-être que l'affrontement entre les États-Unis là, était un peu un jeu de rôle et qu'il pouvait y avoir à l'arrière-plan des solidarités entre guillemets économiques et financières qui n'était évidemment pas rendu manifeste. Je rappelle quand même que Oussama Ben Laden est l'un des descendants d'une famille saoudienne extrêmement fortunée qui avait évidemment et qui a des intérêts dans les industries pétrolières, dans la construction, etc., qui étaient des secteurs où les États-Unis, dans le Golfe, sont eux aussi extrêmement présents. Donc, mais c'est en effet une image qui est une image extrêmement dérangeante, oui, mais c'est pas très joli. Et paradoxalement, François Boucher n'humilie pas son sujet dans la représentation qu'il fait du corps de la. Voilà, non mais justement. Écoutez, là, je ne sais pas. François Boucher objective vraiment le corps féminin d'une manière, il me semble, assez triviale. C'est quand même clair. Qu'est-ce qu'il peint? Il peint, pardon, je vais être moi-même vulgaire, il peint le cul de mademoiselle O'Murphy.
si vous ne trouvez pas que c'est un tout petit peu une restriction dans la représentation d'une personne, elle est réduite à ça. Alors, elle est réduite par la société, elle est réduite par le peintre. Donc, ça me paraît quand même assez insultant. Mais, je dirais comme amateur, peut-être qu'en 1751, on n'a pas du tout regardé ce tableau de cette manière-là. Mais nous, moi, je ne peux pas le voir autrement que de cette manière-là. De même que je ne peux pas voir les Demoiselles d'Avignon sans passer à la question de la prostitution, des maladies vénériennes, etc. Ouais, moi, je ne la connaissais pas, cette œuvre. Je me suis demandé justement, parce que vous avez parlé du male gaze à ce moment-là, si justement, en fait, en utilisant ce corps, ça aussi finalement ne pose pas la question de la perception et du regard aussi que les États-Unis ou l'Occident portent sur l'Orient, en associant finalement aussi le regard qu'ont eu les hommes pendant des siècles sur les femmes. Enfin, moi, je l'ai un peu aussi compris comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que les effets de couture, c'est-à-dire qu'on n'a pas une continuité totale dans les deux corps. Il y a vraiment il joue sur cette rupture, sur cette barrière du drapeau, de la partie du drapeau, mais aussi finalement de l'assemblage des tissus. Et donc, je pense que ça crée des sortes de ruptures de champ aussi, d'une certaine manière, qu'il n'y a pas totalement cette continuité. Et c'est ça qui m'a semblé aussi vraiment intéressant dans ce tableau, puis dans ce travail de manière plus globale. C'est-à-dire c'est une succession de strates, en fait, de strates de signification qui ont une profondeur. Enfin, il y a une immédiateté, une efficacité politique qui peut sembler facile, mais enfin, c'est l'efficacité aussi d'un message qui est porté. Et en même temps, une profondeur des lectures, des œuvres et même des médiums, de leur utilisation. Voilà. Mais c'est vous qui avez parlé de l'orientalisme. Non, c'est vous. Quand vous avez parlé de l'orientalisme, je me suis dit, voilà, on va rebondir par rapport à ça, y compris d'ailleurs au Martial Race. Enfin, bien sûr. Il faut qu'on arrête là parce que je crois qu'il faut que nous rendions la salle pour la préparer pour tout à l'heure. Mais vous revenez bien sûr à 19h. Vous êtes trembale d'accord ? J'ose espérer que non. Moi aussi. Je me dis, dis donc, il me parle que de vous. Vous devez vraiment beaucoup l'aimer.